Alors, effectivement, culte de la performance versus le culte de l'humain, pas de souci. Un sujet dans lequel volontairement j'ai opposé les deux sujets. Vous allez voir qu'en fait, c'est plutôt complémentaire. Alors, l'intelligence artificielle est en train de transformer les façons de travailler. Elle nous promet des performances démultipliées, une efficacité jamais atteinte, et en même temps, cette accélération nourrit aussi une course permanente aux résultats, des résultats toujours plus ambitieux. Alors, on a une question qui se pose. Dans un monde où la performance semble tout dominer, quelle place reste-t-il pour l'humain ? Comment est-ce qu'on préserve cet équilibre entre la raison et l'émotion, entre l'efficience et le sens? Ce sont les questions que je vais poser à nos deux invités. Donc vous avez l'écran Claire Guelton, qui est directrice expérience collaborateur et culture de la grande maison Leroy Merlin, et Simon Millès, qui est directeur transformation, Chief Transformation Officer, je le dis in English, de Beauté Privée, marque du groupe Showroom Privé. Bienvenue, merci pour votre présence. Alors je vais démarrer avec toi, Simon. Beauté Privée, donc je le disais, marque de Showroom Privé, qui a amorcé une transformation importante. Vous êtes en plus une plateforme donc de vente en ligne, de vente privée pour la beauté, et qui est aujourd'hui une plateforme numéro 1. Quand on mène une transformation aussi profonde que celle que tu as faite, quelle place on laisse aux hommes, à l'humain ? En effet, donc ça fait un peu plus de 2 ans que je pilote la transformation chez Beauté Privée. C'est une transformation qui est technique, mais aussi stratégique et organisationnelle, on va dire. Quelle place on donne à l'humain pour ça ? En fait, l'humain, c'est l'asset le plus central pour nous. La technique suit, la stratégie suit, mais s'il n'y a personne pour déployer tout ce qu'on veut faire, on n'y arrive pas. Pour ça, comment on l'a prévu de notre côté ? On a écrit un plan très clair pour donner de la cohérence aux équipes et tout en étant transparent et en préparant cette montée en performance pour se dire que chaque jour où les équipes arrivent, elles savent où on va. Chaque semaine, on sait où on va, chaque mois, on sait où on va, et on a une ligne directrice qui fait qu'on peut monter en puissance sur la performance tout en embarquant l'humain qui est le plus compliqué à embarquer, on va dire, par rapport aux outils et à la direction. Et tu nous dirais effectivement comment est-ce que ces assets essentiels dans cette transformation, concrètement, tu les embarques. Claire, Leroy Merlin aussi, une maison qui a 100 ans, qui est aujourd'hui portée par 28 000 collaborateurs, près de 150 magasins, un écosystème bien entendu online, et qui est aujourd'hui la marque dans le top 3, si je ne dis pas de bêtises, des marques préférées des Français. L'humain aussi a une place essentielle. C'est pas pour rien que volontairement j'ai choisi à la fois un directeur de la transfo et une directrice de l'expérience collaborateur, parce que je trouve que les deux visions doivent être complémentaires. Dis-moi quelle place aussi l'humain a au sein dans la stratégie de Leroy Merlin. Alors, ravie d'être avec vous ce matin. Quelle place a l'humain ? Je dirais qu'aujourd'hui, une organisation, une entreprise est constituée avant tout d'humains, que ce soit du directeur général jusqu'aux équipes qui accompagnent les clients. Et en l'occurrence, sur notre métier, ce qui est très important, c'est les interactions avec nos clients qui sont habitants, qui ont des problématiques d'amélioration de l'habitat ou de rénovation. Et si certains d'entre vous ont réalisé des projets d'amélioration de leur habitat, c'est jamais tout rose, et donc c'est sympa d'avoir des conseillers de vente qui peuvent aider, accompagner et soutenir dans ces projets qui sont souvent des projets impliquants pour les habitants. Et donc quelle place a l'humain ? Je dirais que l'humain a déjà une place en tant que collaborateur au sein de l'entreprise, et donc la question est, en tant qu'entreprise, qu'est-ce qu'on propose aux humains qui constituent cette organisation, et comment on s'appuie sur la cohérence entre ce qu'on propose à nos clients et ce qu'on va proposer à nos collaborateurs. Donc la classique symétrie Customer Experience et Employee Experience. Et comment ça se traduit chez nous ? Ça se traduit par exemple par le fait qu'on n'ait plus un rituel côté Customer Experience et un rituel côté Employee Experience. En fait, on a un seul rituel où on va aller travailler ensemble nos irritants clients et collaborateurs. Donc on a modifié nos organisations pour adresser le sujet de manière totalement symétrique. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la transversalité
En fait, quand on parle de l'expérience collaborateur, on parle souvent de la satisfaction. On regarde souvent est-ce que le collaborateur se sent bien, on parle de bien-être au travail. Et en fait, cette dimension-là, elle est vraiment très limitée parce qu'on peut avoir des collaborateurs très satisfaits des avantages qui leur sont proposés et pas nécessairement engagés ni performants. Et donc, le vrai sujet, il est d'allier la satisfaction, l'engagement et la performance au service de nos clients, d'où la nécessité de travailler ces sujets en commun. Alors, Simon, je reviens vers toi. Est-ce que tu peux, de façon plus concrète, nous dire, justement, quand on mène une transformation aussi profonde que celle qui a été faite pour Beauté Privée, comment est-ce qu'on embarque, comment est-ce qu'on motive, comment est-ce qu'on mobilise les humains, justement, pour atteindre les résultats attendus? Parce qu'en fait, qui dit transfo dit aussi, bien entendu, résultat. En effet, donc chaque début de transfo, on va se fixer des objectifs de résultats, et sur ça, un premier moyen d'embarquer les équipes, c'est surtout d'avoir des résultats compréhensibles, cohérents, et d'avoir quelque chose qui soit transparent. Donc expliquer sur quelques KPI où est-ce qu'on va. Donc ça, ce sera la partie performance. Donc on va parler de NPS pour la satisfaction, de top line, de bottom line. Et on va essayer d'être le plus transparent possible. Après, toute la transformation va faire un peu peur, donc il va falloir aussi, on est dans une entreprise chez Beauté Privée et chez Showroom Privé, qui relançons notre site internet chaque jour. Donc en fait, comme c'est des ventes privées, il y en a qui s'arrêtent, il y en a qui se relancent. On a beaucoup de références qui réarrivent, donc c'est une routine qui prend beaucoup de place. Pour embarquer les équipes sur cette transformation, il va falloir surtout savoir dire non, parce qu'on a beaucoup d'idées, et il va falloir canaliser toute cette énergie qu'on arrive à avoir des équipes sur les points les plus principaux. On va aussi essayer de les sortir un peu du quotidien, donc avec des routines, essayer de caler des routines, on va dire, mensuelles, hebdo, trimestrielles, donc prendre vraiment de la hauteur pour lever un peu et prendre de l'air pour se dire on fait de la transformation, on se rappelle où on va, même si chaque jour je ne le vois pas, on sait où on va. Et enfin, il faut, je pense, surtout être la personne qui incarne cette transformation et ne pas être un nœud de pression, mais plutôt un libérateur de pression. Donc accompagner les équipes dans les moments de pression, savoir écouter, être empathique, parce qu'il y a aussi des moments qui vont être compliqués dans une transformation, savoir écouter, savoir aider. Et tout ça permet d'embarquer, donc en étant clair sur où on va, en donnant des objectifs qui sont mesurables, en faisant prendre un peu de hauteur aux équipes et en étant assez proche des équipes pour créer ce collectif. Pour faire une analogie avec le sport, en fait, c'est en équipe qu'on arrive à aller plus loin. Et du coup, c'est là où on doit être très préparé, avoir un plan et créer ce collectif qui pourra, on va dire, réduire cette pression en ayant toute une chaîne de valeurs soudées. Donc, il ne faut pas que dans une partie de l'entreprise ne soit pas embarquée. Il faut que tout le monde soit embarqué avec pour but que tout le monde tire cette transformation dans le même sens. Alors ce cadre effectivement que tu proposes au sein de Beauté Privée, je suppose qu'aussi chez Leroy Merlin il y a le même cadre qui permet aussi de motiver et d'embarquer les équipes. Tout ça finalement ce sont des éléments qui viennent consolider aussi l'expérience collaborateur, en complément de l'expérience client, toujours dans cette logique de symétrie des attentions. Il faut après mesurer justement la qualité de cette expérience collaborateur. Est-ce que c'est encore une histoire de chiffres? Et on rebelote, on reboucle l'histoire avec encore des nouveaux chiffres pour mesurer la performance des collaborateurs? Alors oui, c'est une histoire de chiffres, parce que comme toute entreprise, le premier chiffre qui compte, c'est le résultat. Donc ça, on n'y coupe pas, et voilà, c'est l'objectif d'une entreprise. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on fait du chiffre. Donc chez Leroy Merlin, la particularité, c'est qu'il est redistribué en partie à ses collaborateurs. Et on vient d'annoncer pour l'ensemble du groupe ADO le fait que les collaborateurs allaient bénéficier d'actions gratuites de manière annuelle en fonction de la performance de l'entreprise, au-delà de déjà une politique de partage avec des primes trimestrielles. Et donc cette culture, elle s'appuie sur le jeu du collectif. En fait, la performance, c'est celle du collectif, et il y a une redistribution pour chaque individu. Et donc ça crée de l'engagement. Donc il y a du chiffre qui fait du bien, et il y a du chiffre justement qui va venir valoriser le travail et la performance des équipes. Et puis quand on parle de chiffres, on a effectivement souvent le NPS, donc le INPS pour les collaborateurs,
qui va mesurer la satisfaction, mais je pense que c'est assez réducteur, parce que comme je vous le disais, la satisfaction ne dit pas l'engagement et la performance du collaborateur, elle vient juste souligner s'il se sent bien dans l'entreprise, ce qui est un premier indicateur qui va nous permettre de capitaliser, mais qui n'est pas suffisant. Et je pense, et j'en suis convaincue, que ces indicateurs permettent d'aller regarder la volumétrie. Nous, on a 28 000 collaborateurs en France, 115 000 dans le monde. Donc cette INPS permet de voir comment se comportent les pays. Mais à l'échelle du quotidien, ce qui est bien sûr important, c'est pour les managers d'être au contact de leurs équipes et d'échanger avec eux au quotidien. Si on résumait la situation des collaborateurs à 2, 3 ou 4 enquêtes par an, je pense que ce serait très délétère pour le climat dans l'entreprise. Et donc la première question que doit se poser un manager en réunion, c'est finalement comment tu te sens, comment ça va pour toi cette semaine et quelles sont les conditions dont tu as besoin pour réussir tes objectifs. Et donc je pense que ça va aussi dépendre de la qualité managériale et pas seulement des indicateurs qui vont nous permettre de prendre le pouls et la température. Avec une logique d'écoute permanente, en fait. Donc ça passe par de l'écoute permanente, ça passe par de la culture du feedback, que chacun puisse s'exprimer, ne pas attendre que la question soit posée quand ça ne va pas, et donc pouvoir tout de suite alerter un manager ou un collègue en disant là j'ai besoin d'aide, ça se passe pas bien pour moi. Et c'est aussi être en empathie avec les collaborateurs, puisque être en empathie avec les collaborateurs, nous qui sommes au service des clients, c'est une qualité nécessaire pour accompagner correctement les clients qui franchissent la porte de nos magasins. Alors on le voit sur le logo derrière, One-to-One IA et expérience client. Quand on parle aussi de collaborateurs, aujourd'hui, dans l'expérience des collaborateurs, l'IA s'est invitée. Comment justement, je reviens vers toi Simon, on peut utiliser l'IA pour soutenir finalement les équipes? Donc dans notre cas, sans pour autant creuser l'écart entre la techno et l'humain. Dans notre cas, comme on le disait au début, on est dans un marché très concurrentiel, donc on doit être finalement plus performant. Donc là, on arrive sur la première partie, le culte de la performance. Sauf que l'humain a que 2 bras et un temps de travail qu'on doit maîtriser. Et donc nous, on voit vraiment comme l'IA comme un outil qui va aider le quotidien des collaborateurs, donc enlever des tâches à non-valeur ajoutée. Et c'est comme ça qu'on l'a ciblé vraiment. On n'a pas venu imposer de l'IA, on est venu cibler les tâches à non-valeur ajoutée, donc notamment sur la création de contenu où il y avait des tâches très répétitives qu'on est venu automatiser. Le but étant d'avoir une adoption des équipes assez rapide et de donner plus de valeur ajoutée aux équipes. Et après, bien évidemment, on a forcément dans les équipes des personnes qui sont pour, des personnes qui sont un peu plus réfractaires, qui pensent que c'est Terminator. Et du coup, sur ça, en fait, on prouve par l'exemple. Donc, on prend des use cases, on va voir les humains, en leur demandant ce qui ne fonctionne pas dans leur quotidien, ce qui est embêtant, et on essaye d'automatiser avec l'IA cette partie-là. Donc en fait, c'est l'IA au service de l'humain, et pas l'IA qui remplace l'humain, ça vient augmenter l'humain. Et côté Leroy Merlin, Claire ? Moi, ce que je trouve toujours intéressant, c'est de poser la question aux collaborateurs sur est-ce qu'ils l'utilisent dans leur vie privée et à quel rythme et pour quelles intentions. Et donc, logiquement, et de plus en plus aujourd'hui, il y a au départ 30% des mains qui se levaient, 50%. Aujourd'hui, on a quasiment 80% des mains qui se lèvent en disant bien sûr, je l'utilise. Et donc, toute la question est de voir effectivement quelles sont les peurs qui sont soulevées. Donc, il y a forcément la peur de perdre son travail, qui est parfois une réalité pour certains métiers, et donc je pense qu'il faut être dans un exercice de transparence et d'accompagnement. Par contre, on ne peut pas poser ça sans apporter une réponse aux collaborateurs. C'est-à-dire que pour les métiers qui sont concernés, et les premiers métiers qui vont être concernés, sur lesquels il y a beaucoup de tâches répétitives, sur les métiers de la finance, du juridique, à d'autres endroits de l'entreprise, l'objectif, c'est vraiment de donner de la perspective sur la projection du métier et sur le potentiel reskilling en fait, de ces personnes et la palette de compétences qu'ils ont aujourd'hui et qu'ils peuvent mettre au profit d'autres métiers et d'autres intentions. Et je pense que ça, c'est vraiment très important aujourd'hui parce que ces peurs, elles sont présentes et elles sont justifiées. On ne peut pas se dire que c'est pas un bouleversement, c'est un changement. Ça va impacter les métiers et les compétences de demain. Et donc, il faut vraiment préparer nos stratégies métiers et la projection des emplois et des compétences pour accompagner ces changements. Pardon, vas-y, oui. Tu voulais... Non, d'autant plus que tu me disais quand on avait préparé cet entretien que finalement, ce que tu expliques aussi en interne, c'est que l'IA
vient servir aussi l'employabilité, je vais y arriver, Bien des sûr. collaborateurs. Bien sûr, en fait, quand on regarde l'intelligence artificielle, on va venir enlever des tâches à peu de valeur ajoutée, assez répétitives. Et donc, ce qu'on va demander aux collaborateurs, c'est de venir développer d'autres compétences, et donc notamment l'analyse critique, savoir faire la différence entre ce que l'IA va proposer et ce que lui souhaite proposer à son client ou aux collaborateurs. Et donc ça, je pense que c'est vraiment important, c'est de voir l'intelligence artificielle comme quelque chose qui va venir aussi augmenter l'humain et l'intelligence humaine et travailler du coup l'analyse, l'esprit critique, l'empathie aussi, et tout ce qui va concerner effectivement le leadership, la prise de décision, puisqu'elle reste quand même, c'est à la fin l'humain qui appuie sur le bouton. Clairement. Alors, justement, finalement, tu nous as démontré, vous nous avez démontré tous les deux que malgré une transformation ou avec une transformation, on est human first. Comment est-ce qu'on incarne, d'un point de vue gouvernance, leadership, culture, ce nouveau paradigme en interne chez Leroy Merlin? Chez Leroy Merlin, on a un modèle de leadership qui est positionné comme un enjeu de développement et d'accompagnement du développement des compétences pour les collaborateurs. Et il s'incarne autour de 4 dimensions. La première, elle s'appuie sur l'authenticité, donc la connaissance de soi. Et donc à quel point j'ai la juste image de moi entre ce que moi je pense être versus l'image qui est perçue par les autres. Il y a le sujet aussi de l'ouverture à travers la connaissance de soi. Une fois qu'on se connaît bien, on est en capacité d'aller vers les autres et de comprendre aussi la diversité des modes de fonctionnement de chacun. On travaille beaucoup ce cadre-là, ce qui nous permet ensuite de travailler en interdépendance et de favoriser la coopération. Et donc le travail en collaboration et de comprendre qu'on n'est qu'un élément de la chaîne, comme tu le disais Simon, finalement c'est sur toute la chaîne de valeur que les transformations doivent s'opérer. Et donc chaque être humain dans l'entreprise est un morceau de cette chaîne. Et c'est de par cette authenticité, cette ouverture et cette interdépendance qu'on va venir impacter. Donc la 4e dimension est l'impact. Et à travers l'impact, c'est surtout le sujet justement de la performance qu'on vient chercher. Et je ne sais plus si tu l'as dit en intro ou pas, mais moi je trouve que ce qui est aussi remarquable, c'est qu'en termes d'organisation, vous avez une approche transversale de l'expérience, puisque c'est à la fois un même département pour l'expérience client, l'expérience collaborateur et l'expérience partenaire. Oui, alors c'est plus que ça, c'est qu'en fait, comme beaucoup d'entreprises, l'expérience collaborateur est logée au sein de la direction RH, l'expérience client est logée au sein plutôt de la direction marketing. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a pris le parti avec l'expérience client de se dire, on fait plus chacun nos rituels, chacun dans notre coin. On fait un seul rituel et on traite l'ensemble des irritants de l'entreprise, point de vue client, collaborateur et partenaire. Et donc, c'est ce qui a été là initié. On se donne 6 à 9 mois pour tester. On a listé 30 irritants à traiter dans les 6 à 9 mois. Et on fera le point pour voir si on continue sur cette trajectoire. Mais je pense que c'est la clé pour faire les meilleurs choix et avoir les bonnes décisions et ne pas prendre des décisions qui parfois vont venir impacter positivement la satisfaction client mais dégrader l'expérience collaborateur et inversement. Là, on va regarder l'ensemble de la chaîne de valeur. Et alors, dis-nous, Simon, un manager dans le cadre d'une transformation, quelles sont les qualités du nouveau manager qui doit embarquer ses équipes, justement, et préserver finalement le sens? C'est un manager. Le manager, il doit déjà montrer l'exemple. Donc, être là pour aider les personnes, parce que nous, on est convaincus que c'est en aidant les personnes qu'on va embarquer tout le monde dans cette transformation et ne pas en perdre en chemin. C'est aussi un manager qui sait faire des choix forts. Pour donner un exemple, quand il y a trop de tension sur l'opérationnel, savoir aussi réduire la pression sur la transformation et dire en fait maintenant on se focus sur l'opérationnel, on se laisse 4, 5, 10 jours où là on fait redescendre la pression sur l'opérationnel pour pouvoir réaccélérer derrière. Donc c'est quelqu'un qui sait aussi prendre un peu de recul. C'est quelqu'un aussi qui est à l'écoute, parce qu'on parle beaucoup de performance, il y a des peurs qui arrivent et du coup qui est à l'écoute de savoir comment va son équipe. Et enfin, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est aligné avec le plan de l'entreprise, avec les valeurs. C'est là où les valeurs de l'entreprise ressortent le plus. C'est dans les moments de tension qu'on voit si c'est des vraies valeurs ou si c'est juste des mots jetés comme ça. Et c'est là où le manager doit incarner ces valeurs, tout en les adaptant à son équipe pour embarquer tout le monde. Vraiment, il y a un risque dans une transformation comme ça de perdre des gens, de démotiver. Et c'est là où, en montrant l'exemple, en étant cohérent,
sur voilà, j'ai des valeurs, on sait où on va et on fait que des choses qui sont cohérentes en étant, on pense que c'est pas cohérent, en étant transparent avec son équipe, en donnant vraiment de la matière et juste pas en imposant les choses. On arrive à embarquer tout le monde et à faire de cette transformation une force plutôt qu'un risque. Et Claire, justement, on arrive bientôt au terme, il nous reste 7 minutes, je suis sur ta montre. Pour conclure, justement, il y a un sujet, quand on parle de performance aussi, au sein de l'entreprise, mais aussi d'un point de vue sociétal. C'est quoi l'impact aujourd'hui et le rôle de l'entreprise sous ce prisme de performance qui impacte aussi dans la société, encore plus à l'ère de l'IA? Alors moi je pense qu'il y a une question qu'on doit tous se poser, c'est qu'aujourd'hui on peut aller chercher de l'augmentation de la productivité et de la performance à travers l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui l'intelligence artificielle ne cotise pas. Donc va se poser la question quand même de notre modèle social, puisque si on utilise plus d'IA et qu'on réduit le nombre d'heures travaillées, à un moment donné il y a une équation qui ne fonctionne plus. Donc je pense que c'est une des questions qu'on doit se poser, et du coup c'est quelle société on a envie de construire collectivement, qu'est-ce qu'on fait du temps qui est gagné, est-ce que c'est pour toujours plus de productivité et de performance, sachant qu'un être humain, sa condition fait qu'il est limité, et donc enlever des tâches répétitives, c'est aussi un moyen pour les êtres humains de reposer le cerveau. Et donc, quand on arrête des tâches répétitives, quand on n'a que des tâches qui nous demandent beaucoup de concentration, notre temps reste limité en fait sur ces temps de concentration. Donc la question va se poser de que fait-on du temps qu'on gagne, quel modèle social on construit, pour que ce soit équilibré. À la fois en termes de performance pour les entreprises, mais aussi de vie citoyenne. Je pense que c'est des questions importantes à se poser, et ça repose les questions aussi du contrat de travail, des conditions de travail et de ce qu'on a envie d'en faire. Effectivement, le chantier n'est pas simple. Alors vous l'avez compris, culte de la performance versus culte de l'humain, il ne faut surtout pas les opposer. C'est vraiment les deux jambes essentielles pour avancer et aller. Une entreprise, en tous les cas, doit aller, a besoin de résultats économiques, doit aller vers la croissance, donc ça va ensemble. Pour vraiment conclure, est-ce que vous auriez une ou deux recommandations, peut-être plus personnelles ou professionnelles, justement sur cette problématique qui est constante au sein de toutes les entreprises? Simon, peut-être. Ouais. Moi, je pense que la recommandation la plus importante, c'est de se dire qu'en effet, tout le monde veut faire de la croissance, tout le monde veut être rentable, mais les équipes, personne n'est excité par dire je veux faire plus 10. C'est vraiment donner du sens. Pourquoi on va faire plus 10 ? En fait, on va faire plus 10 parce que si on ne le fait pas, la situation économique de l'entreprise va être compliquée. On a des concurrents qui sont agressifs, on a des concurrents qui viennent de partout, qui n'ont pas forcément les mêmes conditions. Et vraiment ce pourquoi, et aller au fond des choses. Ok, pourquoi on veut faire plus 10 ? C'est pour être rentable. Ok, on veut être rentable pour réinvestir, pour justement simplifier des choses. Donc vraiment ce pourquoi, ce sens, c'est la chose la plus importante de ce que j'ai vu de mon expérience chez Beauté Privée, et ce pourquoi doit être porté régulièrement et tout doit être réexpliqué. Il ne faut pas hésiter à réexpliquer. Il faut être patient. Donc le deuxième conseil, je pense, c'est de la patience. Oui, parce que ça joue en plus sur différentes temporalités. En effet, on a des temporalités à la journée, donc on a aussi des points. Vraiment, nous on a une activité chaque jour. On joue notre journée chaque matin. Donc ce pourquoi doit être répété et doit être cohérent pour toutes les forces vives, on va dire, donc aussi bien la direction que les managers et que les personnes plus opérationnelles. Et la patience aussi, la patience dans l'aide, vraiment se poser à côté des gens, ne pas juste être un tableur Excel, se poser à côté des gens, parler, comprendre les vraies problématiques des gens. Et sur ça, il y a plein de méthodes Lean qui permettent de bien comprendre ça. Donc de la patience et de la cohérence. Claire ? Alors moi, j'aurais deux recommandations. La première, c'est comment on travaille sur l'employabilité des collaborateurs. Je pense qu'une entreprise a le devoir social et sociétal de s'assurer qu'on a des collaborateurs qui continuent à se développer, et qui permettent d'avoir des compétences utiles pour le présent et pour l'avenir. Et donc je pense que l'intelligence artificielle doit être vue comme un copilote et pas un substitut du collaborateur.
Et donc, quand on dit travailler sur les compétences, c'est surtout les compétences qui vont venir différencier l'humain de l'intelligence artificielle. Donc, tout ce qui va concerner l'analyse critique, la capacité à prendre des décisions, la partie empathie, leadership. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je dirais, c'est plutôt une conviction personnelle, mais qui est aussi très connectée à la culture et aux valeurs de l'entreprise Leroy Merlin, c'est l'éthique comme boussole. C'est-à-dire que quand on va aller regarder des indicateurs, si l'intelligence artificielle permet des gains de productivité, à quel point on va aller regarder l'engagement, le taux d'absentéisme, l'impact aussi sur la santé mentale des collaborateurs. Je pense que c'est ça qu'il faut regarder. Il faut un peu étendre le champ de ce qu'on regarde pour s'assurer que humain et IA cohabitent intelligemment et vivent bien ensemble. Et donc l'expérience du collaborateur est bien augmentée par l'intelligence artificielle. Et je dirais aussi que ça nous invite à être vigilants parce que l'intelligence artificielle est faite de beaucoup de biais et que sur les sujets diversité et d'inclusion, je pense que ça nous invite à plus de vigilance aussi dans la manière dont on accompagne les collaborateurs dans l'utilisation de ces nouvelles technologies. Il nous reste peut-être encore 2-3 minutes. Est-ce que certains ont des questions ? Merci. Pardon, j'avais un petit bonbon dans la bouche. Alors oui, j'ai une question. Je trouve ça je trouve que c'est une super idée de fusionner les irritants clients et collaborateurs. Et comme je suis très curieuse de nature, j'aurais aimé un petit exemple concret. Est-ce que vraiment vous collectez les deux canaux d'irritants et ensuite vous en faites des piliers, on va dire, des sujets communs ou voilà, ça m'intrigue. Alors un exemple très concret, c'est que déjà on n'utilise pas le même outil, donc ça ne nécessite pas d'avoir le même outil. En fait, on regarde les irritants collaborateurs, les irritants clients, mais ce qu'on va venir regarder, et c'est souvent des problématiques d'outils justement. C'est par exemple, on va avoir des clients qui vont dire que les outils de projection et d'utilisation, par exemple, de conception pour je veux refaire ma salle de bain et donc j'utilise l'outil de conception. Il va y avoir des retours clients qui nécessitent des améliorations. Et point de vue collaborateur, on va regarder si cet outil, aujourd'hui, il est optimal aussi côté collaborateur. Donc, c'est des choses extrêmement simples. De cet ordre-là. Ça va être aussi sur des problématiques managériales, sur de la planification du temps de travail. Donc des collaborateurs qui vont dire moi sur ma planif, c'est pas OK la manière dont ça se passe. Et on va regarder le temps de disponibilité ou la disponibilité des collaborateurs au niveau du client et de la satisfaction client. Donc en fait, c'est ça qu'on va aller regarder de manière convergente pour mener des actions ensemble et qui soient les plus pertinentes possibles. Une autre question peut-être ? Bon, merci beaucoup. Bravo, on a tenu notre timing. Merci encore et bon salon.